Poco vient de nous lâcher dans la nature deux petites bombes de puissance dont l'un est équipé d'un processeur Snapdragon de toute dernière génération, le 7 Plus Gen 2. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Poco F5. Son allure est classique, il n'a pas vocation à créer une rupture en matière de design par rapport à la précédente génération, mais la marque a quand même réussi à réduire d'environ 1 mm la taille du téléphone en gardant la même diagonale d'écran que son prédécesseur. Au niveau de l'épaisseur, on reste sous les 8 mm, un tout petit peu plus que la précédente génération. Celui-là est à 7,9, l'autre était à 7,7. Mais c'est pour la bonne cause d'une certaine manière puisque la batterie passe de 4500 à 5000 mAh et le poids diminue. Le Poco F4 faisait 195 grammes, celui-là en fait 181 avec des bordures arrondies. Vous pouvez voir ici un arrière en verre avec une bonne préhension. C'est pas saillant au niveau des mains, c'est assez agréable. Bon après il va mécaniquement attirer les traces de doigts et les poussières, sauf si vous utilisez la coque de protection qui est fournie, ça c'est plutôt une bonne chose. Vous avez 3 capteurs situés à l'arrière, un capteur principal 60 mégapixels signé Omnivision comme sur la précédente génération. On passe chez Sony pour la partie grand angle et toujours 2 mégapixels signé Galaxy Core pour la partie macro. Ces caméras permettant de filmer en 4K avec des ralentis 960 fps. La stéréo est au programme sur ce smartphone et la jack aussi. Évidemment, le smartphone se recharge en USB-C, on n'a pas de recharge sans fil comme on pourrait l'avoir sur la version Pro et gère la 5G française. En face avant, l'écran AMOLED fait 6,67 pouces recouvert par une petite vitre de protection ici, un petit film, c'est toujours bienvenu. Il envoie du 1000 nits en luminosité pour pouvoir être utilisé en extérieur de manière assez agréable et dispose de la nouvelle ou quasiment nouvelle technologie de protection oculaire à 1920 Hz PWM. L'écran est donc clairement un des points forts de ce téléphone. Alors vous allez le remarquer plus ou moins à l'aide de cette vidéo, c'est toujours difficile de le retranscrire par le biais de ma caméra. Il est certifié HDR10+, conforme au DCI P3 Dolby Vision. Il est équipé, alors recouvert d'une Gorilla Glass 5 légèrement incurvée, glace de 5D. Et petite cerise sur le gâteau, bien que ce soit devenu assez classique, il a un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Vous pourrez d'ailleurs le faire varier directement à l'aide des paramètres ici, hop, entre 60 et 120, il n'y a pas de palier intermédiaire. Et puisqu'on est dans la partie paramètres, on va rester à l'intérieur. Alors on est sur une navigation ultra fluide, je vous montrerai ce que ça donne juste après. MIUI 14 à l'intérieur, version d'Android numéro 13. Et on va évoquer la petite caméra qu'on n'a pas évoquée jusqu'ici par le biais de la sécurité. On est sur une caméra 20 mégapixels signée Samsung qui va nous permettre de verrouiller et déverrouiller le smartphone. Bon là je suis derrière ma caméra mais normalement ça ne devrait pas l'empêcher de capter mon visage. Ça y est, c'est fait. Terminé, nickel. On va se faire un petit test en live. Allez, je le démarre. Ça y est, il a été déverrouillé. Ça se voit la petite coche qu'il y a ici. Je vais faire en sorte qu'il arrive directement sur l'écran. Hop, voilà. Ce sera plus facile à voir pour vous. J'appuie, c'est quasi instantané. Ça prend véritablement une fraction de seconde. De toute façon, on a un téléphone tellement puissant à l'intérieur que c'est pas étonnant. On va tester maintenant la partie empreinte digitale. Donc, je vais prendre mon empreinte directement à l'aide du capteur qui est sur le bouton Power situé sur le côté. Même combat, séquence de déverrouillage. Je vais le poser, voilà, tranquillement sur le côté ici, en partie centrale. On va essayer de faire une petite bordure. Ouais. Petit paramétrage à refaire légèrement, mais ça passe super bien. Niveau fluidité, on est sur un smartphone tellement puissant, tellement performant que quasiment rien ne va lui résister en matière d'application. Alors je vais les ouvrir comme ça pour le plaisir de vous montrer directement ce que ça donne. Non, sur cette chaîne-là, j'ai rien. On va aller ouvrir comme ça une vidéo au pif. Voilà, c'est instantané. Alors moi j'ai la fibre aussi à la maison, donc du coup, et le Wi-Fi 6 qui est géré bien sûr par le téléphone. Donc forcément, tout est ultra rapide. Celle-là, je ne l'avais jamais ouvert avant, c'est pour ça que j'ai des petites autorisations à demander. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous ouvrir? Netflix, je ne l'avais pas ouvert avant non plus. Et bah du coup, ça va nous permettre de faire des petits tests. On va se lancer une vidéo. Hop, je vais virer ça. La première vidéo qui nous passe sous la main. C'est vraiment instantané. C'est ultra réactif, c'est un truc de fou. Le préchargement se fait peut-être légèrement en basse définition, quoique non, je suis déjà chargé en haute définition. Franchement, c'est top. Voilà le fichier le plus costaud que j'ai à ma disposition. Je ne peux pas vous en montrer grand-chose pour une question de droit d'auteur. On est encodé en H265, encapsulé en MKV, fichier de 60 Go qui transite strictement par un réseau Wi-Fi et ça marche absolument impeccablement. Les vrais puristes pourront regretter éventuellement l'absence du décodage type AV1 inclus à l'intérieur du processeur, mais je vous rassure, le téléphone est parfaitement en mesure de décoder ce flux-là, ça lui prendra juste un peu plus de ressources. Et des ressources, il n'en manque pas, je vais vous montrer le résultat du benchmark en tout, c'est stratosphérique. On a un Snapdragon 7 Plus Gen 2 à l'intérieur qui vient à peine de sortir sur le marché et un score à quasiment 1 million de points. Pour vous donner un ordre de comparaison, le processeur le plus puissant disponible à l'heure actuelle sur le marché, le Snap 8 Gen 2, score seulement 1 280 000 points, c'est-à-dire un écart relativement réduit par rapport à celui-là. Vous vous offrez une véritable bête de course. Par comparaison, le Poco F5 Pro dispose d'un Snapdragon 870 à l'intérieur, d'une génération plus ancienne,
capable à peu près à même niveau au niveau CPU, peut-être un petit peu plus performant en matière de jeux vidéo, mais ça se joue à un mouchoir de poche. Ça vaut vraiment le coup de réfléchir entre les deux sur la partie puissance, d'autant que celui-là va consommer moins d'énergie avec son processeur plus récent, gravé plus finement. On va se tester Fortnite. J'ai essayé de lui caler les amygdales sur le réglage le plus complet, le plus difficile. Voilà, 90 images par seconde, qualité épique évidemment. Hop, allez, on met tout à fond. Et puis affichage des FPS appliqué. La scène d'intro est particulièrement difficile à Fortnite à gérer, tout simplement parce qu'elle est blindée de polygones évoluants, puisqu'on a tous les joueurs réunis ici sous un même plateau. Donc c'est une scène qui est assez intéressante. Là, malheureusement, elle est jouée de nuit. Je ne sais pas si vous le voyez très bien sur le smartphone. Sur la scène en plein vol, qui affiche elle aussi pas mal de polygones, j'ai eu une baisse minimum à 30 fps. Là, je suis à 60 fps. Il doit y avoir une certaine forme de plafond d'ailleurs, parce que je ne suis jamais allé au-delà. Là, je suis à 40 sur la phase d'atterrissage, à mon avis, au sol. Je vais être à 60 sans aucun problème. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous montrer le jeu dans son détail, ou en tout cas dans la meilleure efficacité. Ce n'est pas l'objectif. Ouais, il y a bien un plafond à 60 fps. Regardez, je plafonne ici à 60 et ça ne va pas au-delà. Hop, c'est pas un plafond, je pense, lié au smartphone. Hein, c'est plus un plafond lié au jeu. 60 fps, c'est absolument nickel, de toute façon, pour jouer. Il y a difficilement de meilleures conditions que ça. Allez, 2-3 images de sauter quand même sur des mouvements rapides, par-ci par-là. Sinon, c'est vraiment nickel. Je précise que j'utilisais le pack texture HD. Là, on va se lancer un petit PlayerUnknown's Battleground. Il est en train de faire la compilation. Le temps de vous dire qu'on a du stockage NFS 3.1 qui fait partie des plus rapides disponibles aujourd'hui sur les smartphones. Et c'est important, envoyer les données rapidement au processeur pour qu'il puisse les traiter. Allez, niveau graphisme, je vais voir. Fonctionnalité bientôt disponible. Ultra HD. Bon, il faut télécharger le pack, mais de toute façon, j'ai pas de doute particulier sur la capacité de ce smartphone à gérer le meilleur pack de textures. Ça va être fluidissime. PlayerUnknown's Battleground, on ne va pas rester une demi-heure. C'est juste pour le plaisir de vous montrer ce que ça donne. C'est beau. L'image est vraiment super belle. En matière de fluidité, ça se ressent, hein, ça se ressent. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, mais déjà, l'écran AMOLED fait merveille. C'est ultra beau à regarder. Et puis surtout, en matière de fluidité, on ressent, on est proche véritablement de la perfection. Comme j'ai pas le pack texture HD, ça joue peut-être aussi, mais par rapport à Fortnite, waouh, il y a une vraie différence. Petit passage sur le très très beau Genshin Impact lui aussi. Alors, pas impeccablement fluide, on est dans du très bon niveau, on est dans la quasi-excellence. Peut-être y a-t-il un delta finalement avec le Snapdragon 8 Gen 2, même si je me pose la question. En tout cas, c'est impeccable, c'est ultra jouable, c'est le mot qu'on puisse dire. Regardez ce que ça donne. C'est super convaincant. On va pas pouvoir demander beaucoup mieux en fait. Et c'est un peu la question que je me pose à cet instant précis. À quoi peut bien servir un Snapdragon 8 Gen 2 par rapport à ce processeur-là, qui est certes considéré comme étant milieu de gamme ultra récent, mais peut tout faire, peut absolument tout faire, et à mon avis, ça va durer un petit moment. Passons maintenant à un sujet ô combien important, le Wi-Fi, la 5G. On a du Wi-Fi 6 à l'intérieur de ce smartphone, pas de Wi-Fi 6E, on a du Bluetooth 5.3 aussi d'ailleurs, la dernière génération. Je vais aller essayer de trouver un petit jeu vidéo à télécharger. On va aller plutôt dans la section jeu, ce sera mieux évidemment. Voilà, allez, Legends of Neverland. Hop, c'est parti. Et normalement, on devrait avoir la vitesse de téléchargement qui se met juste ici. Donc, j'ai la fibre à la maison. Hop. Ah, ça a été tellement instantané que j'ai même pas eu le temps de voir. Allez, essayons sur un autre jeu, Raid Shadow Legend, à 100 mégas, mais non, ça va être quasi instantané aussi. Bah regardez, ça s'est installé en une fraction de seconde. Allez voilà, CSR, un jeu de 3,52 gigas disponible. Vitesse de téléchargement, pour l'instant, 66 mégaoctets par seconde. Avec une pointe à 70,2, c'est pas mal du tout, c'est même très bien. Pour tester la partie 5G, je vais retirer hop, le petit capot qui est juste ici. Donc on a une dual SIM à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir un compte pro, un compte perso, et je vais mettre ma puce Free à l'intérieur. Afin de ne pas tricher, je vais désactiver le Wi-Fi et on va commencer le téléchargement de CSR Racing 2. Donc je suis bel et bien connecté en 5G ici sur toutes les bandes françaises. Téléchargement maintenant. La bande 5G est à 2 km de mon lieu d'habitation. Et j'ai une vitesse quand même assez honorable. J'ai des pointes, alors là c'est pas le cas, mais j'ai des pointes à 19 mégaoctets par seconde. C'est de l'ordre du correct, évidemment, tout dépend de là où vous habitez, d'autant que là, j'effectue le test en intérieur. Par acquis de conscience, on va se lancer aussi une petite vidéo en 4K, juste pour voir à quelle vitesse ça charge, ça précharge. Je vais regarder ici au niveau des paramétrages. Ouais, là, je suis en 360p, donc forcément, ça va être simple. Voilà, je me mets en 4K, je vais changer d'endroit à l'intérieur de la vidéo, comme vous pouvez le voir. C'est quasi instantané en 5G. Pas tout le temps, visiblement. Ouais, ça va. Ça reste de l'ordre de l'honorable. Attends, on va refaire un petit test. Ouais, un tout petit délai de préchargement quand même.
Bon, après c'est sur de la 4K pour un téléphone qui lui affiche du Full HD. Parlons maintenant de l'autonomie. Donc on a une batterie de 5000 mAh à l'intérieur du smartphone et un chargeur intégré, un chargeur fourni de 67 watts. 67 watts, c'est pas ce qui se fait de plus rapide sur le marché à l'heure actuelle, mais bon, ça reste de l'ordre du correct. La marque dit qu'il est possible d'atteindre les 50% de batterie en 15 minutes de recharge. Alors techniquement oui, est-ce que ça donne réellement 50%? Puisqu'il faut à peu près une cinquantaine de minutes pour recharger le téléphone de 0 à 100%. Niveau autonomie globale, ça va être difficile de vous donner un ordre d'idée, ça va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Mais en utilisation web, vous allez avoir une heure d'utilisation web qui consomme 10% de la batterie, une heure de vidéo qui consomme 20% de la batterie, une heure de Genshin Impact qui consomme à peu près 26% de la batterie. Ça vous donne des ordres d'idées, ça vous permet de vous positionner en fonction de vos goûts, de l'autonomie que vous allez pouvoir obtenir à l'aide de ce téléphone. Allez, voyons voir maintenant ce que ça donne sur la partie photo. On a un capteur de 64 mégapixels situé en position arrière, une interface tout à fait classique qu'on retrouve sur les smartphones de Mi 8. Vous avez la possibilité d'aller scanner des documents, le mode pro, le mode vidéo, possibilité de filmer en 4K avec zoom numérique x2 là-dessus. Ici, le mode photo. Alors le zoom, vous allez pouvoir faire plus que du x2 évidemment, mais on est sur encore une fois du numérique, pas sur de l'optique. Le mode portrait pour effectuer des flous de profondeur. Le mode nuit qui lui sera utile, je vous montrerai une photo de ce que ça donne. Et ici les modes supplémentaires avec par exemple le ralenti. C'est parti pour un exemple de ce que peut produire le capteur de 64 mégapixels ouvert à 1,79 du smartphone. On va faire déjà un petit test de mise au point, voilà, sur la fleur, pardon. C'est bon, ça a l'air de bien se passer, le ciel. Je reviens sur la fleur, la mise au point est quand même assez rapide. L'image est plutôt belle, comme vous pouvez le voir, avec une certaine stabilisation. Là, elle est portée à la main et il n'y a pas particulièrement de tremblement dessus. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Pour tester la stabilisation, ce qui est sympa, c'est de faire un peu de trampoline. Là, ça devient nettement plus difficile. C'est correct, c'est tout à fait honnête. Donc on reste dans du 1080p, 30 fps. Mais dès lors que vous passez sur du 60 fps ou de la 4K, là, ça devient plus dur. 16 mégapixels pour la partie selfie avec des portraits qui sont plutôt bien définis, même pour la partie détourage lorsque vous mettez en mode portrait, c'est-à-dire avec un certain flou de profondeur. Le détourage est à peu près honnête, toujours un peu de difficulté ici au niveau des 3-4 cheveux qui me restent sur le sommet du crâne, mais sinon l'image est plutôt belle. Bon là j'ai pas un ensoleillement monstrueux, donc il est assez difficile de vous montrer la gestion des contrastes, mais en tout cas l'image que moi je vois là à l'écran est clairement convaincante, à part qu'il s'agit de moi. En mode nocturne, c'est pas simple pour le capteur, malheureusement, d'avoir suffisamment de lumière pour obtenir quelque chose d'assez cool là dans mon jardin qui est totalement noir. Si je filme la rue éclairée par la lumière artificielle, forcément ça marche déjà beaucoup mieux. J'aurais aimé une captation un peu supérieure en matière de luminosité, qui ne se ressent pas forcément en photo. Si on prend une photo avec une longue exposition en utilisant le mode nuit, l'arbre qui est face à moi devient totalement visible. Mais là, en vidéo, malheureusement, ça fait un peu juste. En conclusion, les gamers vont être heureux avec ce téléphone, c'est le moins qu'on puisse dire. On est sur un rapport qualité-prix en matière de puissance qui est tout simplement au top de ce qui se fait à l'heure actuelle. De toute façon, le processeur est très difficile à prendre à défaut. Vous pourrez jouer à absolument tout, faire tourner toutes les applications. On a même de l'UFS 3.1 pour la partie stockage qui lui permet de délivrer l'information très rapidement. Gravé en 4 nanomètres, on est sur les toutes dernières générations de processeurs qui consomment moins d'électricité que les prédécesseurs. Au niveau du chargement, bon, 67 watts, c'est pas énorme. Par contre, on a une bonne batterie de 5000 mAh à l'intérieur. Ça, c'est le côté plutôt cool. Il ne révolutionne pas le genre, notamment en matière de design. Il est tout à fait correct, honnête, mais c'est clair que c'est pas innovant particulièrement. On a un très bon écran par contre dedans, un écran OLED de 6,67 pouces avec un bon taux de rafraîchissement, encore une fois, très orienté jeux vidéo, mais très orienté confort aussi, confort oculaire, pour une exposition prolongée au téléphone. Il est génial, il est fluide. On a mis 8, vous avez l'assurance d'avoir les prochaines mises à jour d'Android qui seront réalisées dans ce genre de téléphone. C'est un caractère aussi plutôt cool. La 5G qui marche impeccablement. Encore une fois, je suis en intérieur et assez loin de la borne, mais je l'ai testé en extérieur à d'autres endroits et j'ai été en mesure de monter, alors jusqu'ici, à peu près 30 mégaoctets par seconde, qui est un téléchargement correct, beaucoup plus avec la fibre, avec une capacité à 70 mégaoctets par seconde jusqu'ici. Je ne l'ai pas titillé non plus pour essayer de voir si on pouvait monter
plus haut. 70, c'est déjà bien. Niveau photo, vidéo, c'est correct en plein jour. On n'est pas dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de capteurs. Mais vous avez des clichés qui sont quand même assez exploitables, c'est moins qu'on puisse dire, de belles vidéos en 4K, avec une certaine stabilisation, tant qu'on ne le fait pas pousser dans les retranchements, tant que voilà, on ne le fixe pas sur un vélo en pleine forêt, effectivement, vous obtiendrez des vélos stables sur la partie 1080p, un petit peu moins en 4K. En nocturne, c'est toujours le parent pauvre, c'est là que ça pêche, malgré une bonne ouverture à 1,79. J'obtiens, alors sauf en utilisant le mode nuit, des clichés effectivement avec un certain niveau de luminosité. Pas trop de flou d'ailleurs, parce qu'en mode nuit, on a une exposition qui est quand même plus longue et l'appareil gère plutôt bien cette donnée-là. Mais pour la partie vidéo, c'est assez peu exploitable. Il n'est clairement pas fait pour faire des vidéos de nuit. Il ne vous reste plus qu'à découvrir son prix et je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Poco F5 ou pourquoi pas son grand frère, le F5 Pro, n'hésitez pas à me les laisser directement dans la description. Ça peut être intéressant d'ailleurs de comparer les deux parce que mine de rien, il y a un match à réaliser, un arbitrage à faire entre celui-là et l'autre. Ça peut être assez intéressant. Moi, le F5 a clairement retenu mon attention. Donc n'hésitez pas à me laisser vos questions directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!